Bonjour à toutes et à tous. Je vais faire une petite introduction sur cette semaine du Good Week organisée par Force for Good, avant d'introduire l'intervention de Bernard Basillon. Rapidement, d'abord vous remercier d'être présent ce matin. Ce n'est pas toujours facile de se libérer en temps de confinement, post-confinement, pré-confinement. On a décidé en fait d'organiser cette petite semaine finalement de 3 jours de conférences à distance sur des thématiques philanthropiques et de fundraising dans un moment un peu singulier de nos sociétés. Je pense que c'était intéressant de faire peut-être un point d'étape ou un point de réflexion entre experts et professionnels. Donc pendant ces 3 jours, une petite semaine, en fait, vont succéder des responsables associatifs, des experts de divers champs en fait, de la finance, de la gouvernance, des organisations sans but lucratif, et bien sûr, compte tenu de notre spécialité, des spécialistes et des experts du fundraising. Tous les intervenants, vous le verrez pendant cette semaine, sont des passionnés du good. On est face à des gens qui sont depuis des années mobilisés sur des questions d'intérêt général. Et je pense qu'à la sortie de cette série de conférences, j'espère qu'on se sera tous enrichis de ces réflexions et de ces échanges, et que ça permettra peut-être de réinterpréter ou d'aborder les sujets qui nous importent tellement d'une façon alors peut-être différente, revue, ou peut-être même dans la continuité. Alors ce matin, nous accueillons Bernard Basillon. Merci Bernard de t'être libéré. Je sais que tu es très occupé dans tes activités, surtout en ce moment. Tu es directeur associé économie sociale et solidaire chez KPMG, et ça c'est sans doute le poste pour lequel on te reconnaît le plus. Je pense que tous les gens qui sont à l'écoute ou au visionnage aujourd'hui te connaissent probablement tous. Tu es aussi président d'Enactus France, une structure qui accompagne, tu en diras peut-être un mot, des étudiants dans leurs études. Et tu es aussi vice-président de l'IDAF, l'institut en fait, qui regroupe les directeurs administratifs et financiers du secteur de l'intérêt général. Je vais faire une rapide introduction pour introduire le sujet, puis je vais laisser Bernard nous parler en fait de sa réflexion sur la thématique transformation et hybridation des ressources. Alors, pour aller très vite, en fait, nous avons l'habitude dans notre secteur, pour délimiter notre champ d'intervention, surtout quand on est fundraiser, par le périmètre de l'article 238 bis du Code général des impôts. Alors, je dis souvent que c'est ce périmètre-là qui définit tout échange économique qui permet la délivrance d'un certificat de déduction fiscale contre le versement d'un don. Voilà à peu près le périmètre du champ de l'activité souvent des fundraisers dans ce pays. C'est un périmètre qui définit à la fois des entités juridiques qui sont éligibles à cet avantage ou à ces avantages. Alors, ce sont des associations, des fondations, des établissements publics aussi, musées, hôpitaux, universités, mais même aussi des collectivités locales, ce qui est une chose qui est peut-être moins su que pour les autres domaines. Alors, c'est un écosystème dans ce périmètre qui est resté assez stable pendant des années. Alors, jusqu'à un passé récent, même s'il y a eu pas mal de modifications juridiques et fiscales, tous les ans, on nous apporte on nous propose des nouvelles formes de véhicules juridiques et fiscaux qui peuvent permettre d'adresser en fait les donateurs ou les publics qui seraient intéressés par financer des causes d'intérêt général. Et on a vu depuis 2003 la multiplication du type de fondation, l'arrivée des fonds de dotation, l'arrivée des fondations actionnaires. Donc on est dans un domaine relativement stable depuis un certain nombre de temps, mais depuis quelques années, on voit des mouvements tout à fait importants se produire. Et depuis une décennie, on assiste à un vrai mouvement de fond, notamment suite aux lois LRU, la loi Pacte, les lois sur l'économie sociale et solidaire. Et en fait, toutes ces lois ouvrent de nouvelles possibilités à des acteurs pour aller chercher des financements qui ne reposent pas simplement sur le don et l'échange gratuit par le don, mais par d'autres formes de financement, toujours avec comme, on va dire, priorité, servir l'intérêt général. Donc on voit des entreprises de presse qui commencent à collecter, des entreprises à mission qui mordent sur le territoire des OSBL, et on les voit tous accéder à des financements plus mêlés, en fait, plus mixtes ou plus hybrides. On parle de dons,
d'investissement social responsable, d'emprunt participatif, de social bonds. On voit qu'il y a quand même toute une floraison de nouvelles opportunités, en fait, pour tous les acteurs de l'intérêt général, mais peut-être aussi des inquiétudes ou des menaces pour certains. Et c'est là-dessus, Bernard, que tu pourrais peut-être nous éclairer par ton regard au balcon de ton activité chez KPMG. Oui, oui. Merci Antoine pour cette introduction et cette présentation. Et puis merci aussi de m'accueillir. Alors moi, en tant que praticien, je suis un praticien d'économie sociale et je suis de fait, j'observe un certain nombre de tendances. Alors c'est vrai, tu as parlé et tu as présenté l'IDAF. C'est clair qu'on s'interroge depuis un certain nombre de temps à l'IDAF, qui est une sorte de think et do tank des dirigeants de l'économie sociale. On s'interroge en fait sur cette notion, comme tu viens de le préciser, de l'article 238 bis du Code général des impôts, parce que c'était un article fiscal qui définissait finalement l'éligibilité fiscale des dons au dispositif en fait favorable de crédit d'impôt ou même d'ailleurs d'avoir fiscal concernant le mécénat financier. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que si je refais un tout petit regard en arrière, on était dans un cycle au début qui était assez simple, où finalement les entreprises, les organisations de l'économie sociale, produisaient de l'innovation sociale. Bénéficier de dispositifs fiscaux de par leur nature, associations, fondations, plus tard fonds de dotation. Et puis, comme tu l'as dit et comme tu l'as écrit finalement Antoine, les entreprises entre guillemets commerciales classiques du milieu ordinaire, mordaient petit à petit sur l'économie sociale, sur ces associations, en reprenant à leur compte un certain nombre de dispositifs. Et finalement, cet avantage fiscal était remis en cause, était limité, était cerné. Et puis on était dans un cycle où finalement, pour se différencier, les organisations de l'économie sociale continuaient et produisaient encore de l'innovation sociale, étaient rattrapées, etc., etc. Donc ce cycle a commencé à être interrompu, en tout cas brisé, par la notion d'entrepreneuriat social, qui pour moi est une notion qui a été confortée par la loi Hamon 2014 avec le label ESUS. Mais je trouve qu'il est assez temporaire. C'est-à-dire qu'elle était utile, cette notion d'entreprise sociale, pour bien montrer que c'était pas forcément la forme juridique des acteurs de l'intérêt général qui était prédominant, mais plutôt leur utilité sociale et leur objectif. Alors c'est vrai que tu as cité Enactus. Moi j'aime bien cette association Enactus finalement qui était tout à fait dans cette tendance lors de sa création et qui en fait en deux mots favorisait l'entrepreneuriat social des étudiants de l'enseignement supérieur. Donc l'idée c'était de primer en fait chaque année un projet qui avait été construit sur 2 ans d'entreprise pérenne, une entreprise pérenne mais d'utilité sociale. Et finalement, on s'aperçoit que de fil en aiguille, les étudiants eux-mêmes et les influences étrangères ont fait que cette notion d'entrepreneuriat social, elle est devenue un petit peu dépassée et de plus en plus, en fait, elle est remplacée, notamment auprès des jeunes et des porteurs de projets, par la notion finalement d'entreprise responsable. Pourquoi avoir une boîte particulière pour désigner finalement un mouvement et une transformation qui, on le constate, et c'est donc la garde d'arrivée actuelle, est une tendance de fond de transformation des organisations, et je dirais même plus, finalement, une sorte de convergence. C'est un petit peu peut-être paradoxal ce que je dis, c'est de dire finalement, on a une convergence entre des entreprises finalement qui commencent à aborder la notion d'intérêt général au regard de leur utilité sociale et finalement de leur contribution au bien commun. Et in fine, en fait, on n'oppose plus l'activité lucrative et les finalités sociales. Alors, bon, c'est finalement les différentes façons d'adresser l'intérêt général, parce que la notion, c'est bien celle d'intérêt général, au regard de l'utilité sociale et de sa contribution au bien commun. Et finalement,
il y a une sorte de convergence entre les entreprises capitalistiques, dirons-nous, pour simplifier, qui s'orientent vers une responsabilité non plus sociale, mais sociétale. Alors bien sûr, on l'a vu avec la loi Pacte, qui permet de doter les entreprises d'une raison d'être et voire juridiquement de les transformer en entreprises à mission. Bon, vous voyez les exemples dans la presse. Donc l'idée de l'entreprise, c'est de plus être hors sol par rapport à des réalités sociétales et par rapport à des territoires. Moi, par exemple, et ça concerne toutes les entreprises, hein. Par exemple, à KPMG, bon, tiens, ce matin encore, on n'en a pas parlé parce que c'est tout récent, Antoine, mais je voyais la raison d'être de KPMG Monde qui commence à être diffusée dans le réseau. Bon, peu importe, la raison, c'est d'accompagner la transformation des organisations et pas que des entreprises, des organisations. Et finalement, comment ça se traduit concrètement, et c'est ça qui est intéressant en creux pour le secteur de l'économie sociale, c'est que nos pratiques professionnelles en tant que consultants doivent évoluer. C'est-à-dire qu'on ne peut pas accompagner des transformations d'entreprises ou des transformations d'entreprises capitalistes, des transformations d'entreprises de l'économie sociale, sans nous-mêmes changer nos pratiques. Et par exemple, c'est des choses très concrètes. Concrètement, quand on démarre une mission, de plus en plus, en interne, on est en train de s'interroger en se disant, finalement, à chaque fois qu'on accompagne un client ou un prospect, l'idée, c'est de se dire dans la proposition de mission, finalement, indépendamment de ce que vous me demandez, finalement, quelle va être la contribution de cette mission, finalement, au bien commun, et quel va être son impact. C'est-à-dire que si c'est uniquement améliorer la performance, par exemple, je prends un exemple très concret, améliorer la performance opérationnelle pour améliorer la performance opérationnelle, c'est trop juste. À un moment, il va falloir quand même recadrer ça dans le cadre, et ben peut-être d'un projet d'entreprise, peut-être s'il y en a pas, en tout cas de formaliser des objectifs de développement durable, on en reviendra, mais en tout cas de cadrer cet accompagnement de telle façon que à la fin, in fine, on pourra valoriser ce que finalement cet accompagnement et donc cette entreprise aura apporté à son écosystème. Donc ça, c'est une convergence entre. Donc ouais, je vous parle très franchement un petit peu sur des choses qui sont pas encore totalement formalisées ou normalisées chez nous, mais quelque part qui suivent leur chemin. Hein. On est dans cet esprit-là. Et puis donc une convergence entre ces entreprises et finalement le secteur de l'économie sociale, donc et des entreprises sociales qui quelque part doivent s'interroger sur leur impact aussi, et non et au-delà de leur forme juridique, bien évidemment. Donc c'est très subtil parce que finalement, une fois qu'on a dépassé la notion fiscale, on peut très bien concevoir de l'article 238 bis du Code général des impôts, on voit en clair et ce qu'on observe, c'est la constitution de groupes associatifs. Alors un groupe associatif, c'est finalement une structure non-profit ou non-for-profit, tête de pont, qui construit, met en place, prend des participations, voire dirige, des structures capitalistiques. Chez Enactus, par exemple, c'est le cas. On a une association qui a à 100%, bien sûr, des parts d'une SASU. Et l'objectif, en fait, de cette diversification, de cette hybridation des ressources, c'est de collecter des fonds dans des structures commerciales qui sont sur le marché et qui sont dans une compétition économique pour alimenter le bien commun. Donc en réalité, et pour alimenter le projet associatif. Donc ce qui fait la différence entre ces groupes et d'autres qui sont beaucoup plus capitalistiques, c'est finalement la gouvernance. Très important, c'est-à-dire que la gouvernance, y compris des entreprises commerciales, doit être non-profit, donc désintéressement, etc. La notion de désintéressement qui est important. Et après, la notion un peu anglo-saxonne de follow the money, ça résonne avec Goodweek, c'est quelque part finalement à quoi sert l'argent qui est dégagé. Et donc cet argent, clairement, l'idée, c'est de le réinvestir dans le projet associatif. Donc ça, c'est très important. Donc la gouvernance, et finalement le purpose, l'objectif qui découle finalement du projet associatif de la holding non-profit, et finalement le retour sur investissement qu'elle peut opérer dans des structures commerciales. Et là, on est dans des logiques qui sont des logiques clairement de filière, et puis aussi des logiques, je dirais, de territoire.
Alors c'est vrai qu'on a eu la crise du Covid, le secteur de l'économie sociale, une fois qu'on a dit ça, a souffert bien évidemment. Donc vous avez vu bien évidemment les mesures de soutien gouvernemental qui font partie de ce plan de 100 millions mobilisés donc en complément du plan de relance pour le secteur associatif. L'objectif bien sûr du secrétariat d'État de Sarah El Haïry, l'idée, c'est de renforcer les fonds propres du secteur associatif. Et ça, c'est important parce que quelque part, quand on dit qu'il y a une convergence et que quelque part, les uns, et c'est le but de mon exposé, c'est que les uns vont avoir à travailler avec les autres et de façon complémentaire, avec des financements, bien évidemment, qui devront être adaptés, dont bien sûr des financements philanthropiques, ça suppose quand même d'avoir une pérennité. Et pour une pérennité, il faut renforcer des fonds. Donc, il y a un certain nombre de dispositifs, donc des dispositifs publics comme celui-ci qui a été proposé, des dispositifs qui sont plus innovants. Donc là, je fais référence au rapport de Monsieur Lavenir sur les contrats à impact social qui ont donné essence finalement à cette communication de Olivia Grégoire, donc la secrétaire d'État à l'économie sociale et solidaire et responsable, concernant finalement le moyen le plus propice pour favoriser des passerelles entre l'économie sociale et le reste de l'ensemble de l'économie. Nous, à KPMG, on a appelé la fréquence spécifique à ce secteur la fréquence radio, puisqu'on a une radio, une web radio, l'économie autrement. Bon, c'est beaucoup creusé pour quelque chose de simple, mais c'est bien de dire, on fait de l'économie, on est dans le système économique, mais finalement le purpose est différent et les moyens sont différents. Et donc, ce rapport L'Avenir donc a pointé des dysfonctionnements, et notamment une lourdeur excessive des premiers contrats à impact social qui ont été passés. Et je suis bien placé puisque j'ai été à un moment l'évaluateur d'un de ces contrats à impact social. Et donc, l'idée, c'était de les alléger, de fluidifier un petit peu les rapports entre les parties prenantes. Et donc là, donc c'est dans ce contexte-là de financement et d'hybridation de l'économie que ces nouveaux contrats à impact, c'est comme ça qu'ils s'appellent maintenant, vont pouvoir favoriser le renforcement de fonds propres, je pense, d'un certain nombre d'entreprises de l'économie sociale qui, quelque part, vont pouvoir changer d'échelle. Et c'était l'objectif de ces contrats à impact, de changer d'échelle dans le cadre, bien évidemment, d'une politique publique, puisque l'opérateur, c'est une collectivité locale, l'État, donc un opérateur public. Donc, dans le cadre d'une politique publique, pour faire face à des besoins sociaux, donc le premier contrat à impact social a pour objectif l'économie circulaire, mais les deux autres appels à projets qui sont en cours donc concernent l'inclusion dans l'emploi et puis l'aide aux sans-abri. Donc, l'aide aux sans-abri, par exemple, qui dans les premiers contrats à impact social avait été évoquée, mais ne pouvait pas être réalisée parce que trop compliqué à mettre en place. Voilà. Donc, convergence entre ces deux mondes et cette notion d'impact finalement qui les relie. Et ce qui les différencie, c'est plutôt la gouvernance et l'utilisation des excédents des uns et des autres. Alors, ça suppose finalement tout ça une transformation. En fait, une transformation, et c'est vrai que là, c'est un peu ce qui fait mal ou le poil à gratter. Par exemple, transformation des entreprises, mais bon, l'entreprise commerciale classique est agile. Je me fais pas de sujet, ça se fera dans la douleur, mais ça se fera. Tout simplement parce que elle est dans le cadre d'un marché et que ses parties prenantes vont lui demander de bouger et elle s'adaptera. Après, au niveau des acteurs de l'économie sociale, là, le sujet, c'est quand même une transformation qui va les réinterroger sur leur utilité, sur leur impact. Je prends par exemple le cas des entreprises adaptées. On l'avait évoqué, Antoine. Les entreprises adaptées, qui étaient finalement un dispositif particulier avec des aides au poste, un financement, une sécurisation, mais qui étaient quand même sur le marché face à une concurrence. Et finalement, ce dispositif par lui-même et intrinsèquement avait ses limites.
les arbres ne montent pas au ciel. On ne peut pas multiplier les aides au poste. Et encore, on a pu valoriser en fait l'impact des entreprises adoptées et de l'accompagnement des personnes en situation de handicap dans le cadre de leur travail et de leur job. Donc, les aides au poste ont été augmentées, mais ça a une finitude. Et donc, en ce moment, par exemple, dans ce secteur, on est en train de se demander finalement, est-ce que ça serait pas plus intelligent d'un point de vue systémique, d'accompagner les entreprises qui ne sont pas des entreprises adaptées, mais qui sont des entreprises en milieu ordinaire classique, hein, ces entreprises à prendre des personnes en situation de handicap, quitte à baisser les seuils, puisque vous savez que dans les entreprises adaptées, il faut au moins 80% de travailleurs en situation de handicap. Là, l'idée, c'est de dire, est-ce qu'on ne peut pas abaisser les seuils, même dans des entreprises classiques, en incluant des organismes comme la GFIP et d'autres, et en utilisant finalement des dispositifs qui existent déjà, mais qui ne sont pas suffisamment utilisés par des entreprises classiques, par exemple des emplois tremplins, qui permettent d'avoir des CDD jusqu'à 2 ans avec des personnes en situation de handicap pour les faire intégrer et les accompagner dans leur intégration dans le milieu ordinaire. Et qui d'autre mieux que des entreprises adaptées sont capables, hein, en tant que partenaire de ces entreprises du milieu ordinaire, de réaliser ce job. Donc voilà, c'est juste une explication pour dire finalement, l'entreprise adaptée qui vivait sa vie par rapport à ses propres activités, ses appétences locales, le contexte, l'histoire, est en train de découvrir qu'il y a peut-être d'autres activités, d'autres champs d'intervention qui pourraient être les siens, plus proches de l'entreprise classique. Après, ce dont je voulais parler, c'est finalement, oui, je voulais faire un petit zoom, on l'avait évoqué aussi, concernant donc le renforcement des fonds propres, la notion de philanthropie qui, quelque part, notamment avec la notion de philanthropreneur, a vu émerger une nouvelle génération de philanthropes qui désirent investir dans des causes d'intérêt général et d'utilité sociale, mais avec un retour sur investissement social quelque part. Et donc la preuve que l'argent a non seulement été bien utilisé, mais à bon escient. Et pour ça, je voudrais faire un tout petit zoom sur ce qu'on appelle les fondations actionnaires. Alors, pourquoi je fais ça? Parce que je trouve que les fondations actionnaires, moi j'ai eu la chance d'aller dans une Learning Expedition et j'ai découvert en fait ce que c'était. Alors, elles ont été introduites dans la loi Pacte via la notion de fonds de pérennité. Ceci étant, je pense qu'il y a encore du chemin à faire parce que c'est pareil que les contrats impact social, c'est quand même un dispositif à titre personnel que je considère encore un peu trop lourd. Et avec trop de frottement fiscal encore. Donc je pense que ça demande à être fluidifié, à être retravaillé. D'ailleurs, je ne connais pas encore beaucoup de fonds de pérennité qui sont actifs. Par contre, la notion de fondation actionnaire, c'est quand même quelque chose qui lie vraiment le secteur lucratif avec la générosité. C'est-à-dire, en clair, c'est de dire, je suis un entrepreneur d'une entreprise. Alors, en général, on dit une PME, mais en réalité, moi, j'ai vu des cas, par exemple en Suisse, où vous avez la marque Rolex, que tout le monde connaît, qui est en fait détenue à 100% par une fondation actionnaire. Faut le savoir. Le Servette de Genève, qui est un club de foot, mais qui n'est pas qu'un club de foot, qui est aussi un club de handball, de hockey sur glace, est aussi détenu à 100% par une fondation actionnaire. Et au Danemark, des grandes entreprises cotées qui sont dans la concurrence internationale, je cite par exemple Lego, mais il paraît qu'il y en a beaucoup plus, je crois jusqu'à 20 ou 30% des entreprises cotées, sont aussi des entreprises qui sont détenues totalement ou partiellement, parce que c'est pas forcément totalement, par des fondations. Et le job, c'est quoi? C'est de dire, à partir du moment où j'ai une fondation qui détient une partie de mon capital et qui a un objet d'intérêt général, qui soit local, départemental, régional, national, voire international. Et ben déjà pour des PME, effectivement, ça évite à la suite du départ du dirigeant, la prise de participation par des acteurs étrangers de ces entreprises, mais surtout. Et ça avait été le cas aussi au début de ces fondations actionnaires. On avait en fait des grosses PME finalement qui avaient été, dont les titres avaient été apportés à une fondation actionnaire. Pourquoi? Parce que les fondateurs n'avaient pas de descendants. Ça a été le cas d'ailleurs pour Rolex.
ils n'avaient pas de descendants et c'était à cause de ça que la famille a transféré à une fondation. Mais maintenant, on voit de nouvelles PME qui arrivent avec des dirigeants qui veulent transférer une partie du capital à leurs enfants, qui seront actionnaires de l'entreprise, mais qui veulent apporter aussi en lien avec leurs enfants une partie même significative, des fois même majoritaire, de ces titres à une fondation actionnaire. Donc il y a tout un travail en amont sur le projet de la fondation. Et donc le sujet aussi, c'est à un moment ou à un autre, quand je suis une fondation, et quelle est la gouvernance de cette fondation qui me permet à la fois de m'ingérer dans, en fait, dans la vie de l'entreprise, parce que quelque part, quand vous avez 100% départ, ça veut dire que vous nommez un directeur général, ça veut dire que vous définissez le montant des dividendes qui vont être versés à la fondation et qui vont lui servir finalement pour ses activités philanthropiques. Mais c'est quand même vous qui, quelque part, mettez le curseur. Et pour mettre le curseur, il faut être engagé. Et pour être engagé, même si on est les enfants du propriétaire, ça suppose quand même tout un travail préalable et finalement un certain nombre d'années quand même de préparation pour s'entendre. Moi, j'aimais bien ce sujet qui mêle vraiment philanthropie et action lucrative. Rolex, par exemple, la fondation qui détient actionnaire qui détient Rolex et la fondation qui est l'acteur majeur sur le canton de Genève. C'est un problème de connexion. Ah, vous m'entendez? Moi, j'ai pas de problème. Ah, c'est peut-être moi qui ai un problème de connexion. Tu entends toi? Vous m'entendez là? C'est peut-être moi là. Ben, moi, je l'entends pas là. Ah zut. Moi, j'ai pas de problème. Pas bonne. Non, j'ai pas de problème de connexion. Allô, allô? Ah. Pour moi, Bernard est immobile. Donc, il continue à parler là? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce qu'il y a des personnes qui m'entendent? Ou pas? Allô, allô? Moi, je vous entends. Il faut rafraîchir. Ah. J'avais presque fini, hein, pour ceux qui sont encore là. J'avais presque fini. Je vais attendre que Antoine Vaccaro se reconnecte quand même. Ah, non, voilà. Est-ce que tu m'entends? Ah, ça y est, je sais pas, j'ai dû avoir une coupure de connexion. Maintenant, je t'entends très bien. Que toi, tu continues. Bon, c'est très bien. Ouais, ce que je disais, c'est que pendant que tu n'étais pas là, c'est que j'ai presque fini. En fait, pour mon propos, mais ça tombe bien parce qu'il va être 10 heures, comme ça va laisser la place aux questions. 3 sujets très rapides. Alors d'abord 2 questions. Pour faire ça suppose que cette convergence entre ces deux mondes qui sont très différents se fait par la notion d'impact de l'activité exercée. Et cette notion d'impact, en fait, en ce moment, elle est réinterrogée à la fois par les pouvoirs publics qui se demandent comment objectiver la décision des financeurs. C'était déjà des financeurs publics dans l'attribution de leurs subventions. Bon, c'était déjà quelque chose de latent depuis un certain nombre d'années, mais ça revient. C'est comment objectiver cette décision et comment, et donc cette décision pour l'objectiver, ça veut dire qu'il faut mettre en place des indicateurs d'impact, mais aussi comment outiller de l'autre côté les associations pour apprendre à évaluer leurs actions. Mais c'est aussi le but d'un philanthropreneur, c'est aussi le but d'un fonds d'impact ou de la finance solidaire. Quelque part, un moment ou un autre, qu'est-ce que je demande à ce secteur du non-profit en plus de la bonne utilisation de ces subventions? Et finalement, moi je le vois en clair, je le vois par deux sujets. En fait, il y a beaucoup de dispositifs gouvernementaux qui se mettent en place, c'est toujours intéressant. Et souvent, les acteurs me disent, et encore pas plus tard qu'hier, je discutais avec une fédération d'employeurs, et en fait, le sujet, c'était finalement, c'est quand même malheureux, tous ces dispositifs, il y en a quand même beaucoup qui ne seront pas utilisés. Et moi, je leur dis, ben oui, mais ils ne seront pas utilisés, pourquoi? Parce que ces dispositifs s'incluent dans une politique publique. C'est comme les fonds européens, si vous inscrivez pas
votre projet dans une des cases des fonds européens, en fait, vous n'avez aucune chance d'être retenu. Ben là, c'est pareil. C'est-à-dire que l'ensemble de ces opportunités finalement qui sont là, c'est peut-être un des bienfaits entre guillemets de cette crise, c'est de dire on a quand même beaucoup d'opportunités qui arrivent. Encore faut-il que l'entreprise de l'économie sociale, l'organisation, elle redéfinisse sa stratégie tout simplement pour peut-être élargir son champ. Là, on parle toujours de financement, mais quel est son champ d'action? Peut-être se réinterroger sur sa stratégie, se réinterroger, en fait, tout simplement sur son projet. Peut-être que son projet, il doit être actualisé. Et s'il est actualisé, peut-être faut-il profiter et être suffisamment agile et opportuniste, diront certains, pour s'inclure en fait dans des dispositifs publics. Et si on s'inclut dans ces dispositifs publics, on aura quand même beaucoup d'opportunités de pouvoir avoir des financements publics. Et c'est pareil pour les philanthropes, c'est pareil pour la finance à impact. En général, on a des objectifs, des cases, et à un moment ou à un autre, ces lignes d'action, ces filières, parce qu'il est quand même question beaucoup de filières en ce moment, et ben en clair, je pense qu'il faut se réinterroger pour pouvoir devenir un des acteurs, et pourquoi pas placer son action dans un des objectifs de développement durable, puisque on sait bien qu'on a 10 ans devant nous jusqu'à 2030 pour faire le point et la réalisation de l'atteinte de ces objectifs de développement durable. Donc toutes les politiques publiques, normalement, vont petit à petit s'aligner sur quelques-uns des objectifs de développement durable. Les entreprises l'ont compris ça. Mais évidemment, elles n'ont pas ce track record, elles n'ont pas cette histoire. Donc elles ont bien compris que c'est un bon guide pour elles, des entreprises classiques, d'inscrire leur action et leur raison d'être et leur impact donc dans un des objectifs de développement durable. Moi, je trouve que le secteur gagnerait aussi à le faire, ce qui permettrait une meilleure lisibilité pour les financements. Avant-dernière chose, une fois qu'on a parlé de ça, une fois qu'on a parlé d'accompagnement à la transformation, parce que quelque part, ça s'appelle l'accompagnement à la transformation des organisations non-profit pour engager une réflexion sur leur stratégie. Ça suppose quand même, à un moment ou à un autre, de pouvoir mesurer. Alors bien sûr, c'est un sujet délicat, mesurer une performance qui pour l'instant est effectivement uniquement financière, mais aussi une performance extra-financière. Et là, c'est tout le sujet qui est devant nous. On l'avait évoqué, c'est à partir du moment où une entreprise ou une association ou un groupe associatif ou philanthropique se porte sur un projet d'intérêt général. Donc, à l'heure actuelle, il est clair que on n'a pas les référentiels normatifs. Enfin, là, je fais un état des lieux. On n'a pas les référentiels normatifs d'un reporting extra-financier. Alors bien sûr, vous en avez. Hein, il y en a quelques-uns qui sont sectoriels. Il y a des organisations qui se dotent de leur propre référentiel, mais on n'a pas un référentiel partagé qui normalement devrait l'être par filière, bien évidemment, pour être plus collé plus au terrain. On n'en a pas un. Et puis finalement, on a deux visions au niveau international, parce que quelque part, ce référentiel, et je sais que c'est porté par Madame Olivia Grégoire, qui est donc la secrétaire d'État à l'économie sociale, et responsable. En fait, le sujet, on est en fait dans une plaque systémique, c'est-à-dire qu'on a à la fois la communauté européenne qui veut pas rééditer ce qui s'est passé avec les normes comptables IFRS, où quelque part tout le monde s'est aligné sur les normes américaines, qui ont été produites par des think tanks américains et anglo-saxons de façon plus générale. Et donc pour éviter ça, ce référentiel normatif de reporting, il est très important. C'est celui qui, quelque part, pour les 10 prochaines années, puisqu'on parlait des ODD, c'est celui qui, sur les 10 prochaines années, va faire foi dans la communication financière, à la fois des organismes donc de l'économie ordinaire, et puis aussi à la fois pour les entreprises de l'économie sociale. Et donc, ce référentiel normatif, quelque part, eh ben, en ce moment, il y a deux grandes tendances. Il y a une tendance anglo-saxonne qui, elle, a toujours été identique, qui consiste à dire, ben, nous, on privilégie le point de vue du financeur. Et même au niveau de la finance solidaire, de la finance à impact, on va privilégier l'aspect du financeur. Donc, on va privilégier des reportings qui sont plutôt destinés à des financeurs à impact. Clairement, on va demander aux financiers
aux bénéficiaires, de mettre en place des dispositifs qui vont me permettre, moi, par exemple, société de gestion, si je prends des exemples, de faire un reporting à des sociétés d'investissement, des groupes paritaires, etc., dans le cadre de leur reporting social. Et puis, on a la vision européenne, et il faut le dire, et on peut quand même faire un grand cocorico, parce que quelque part, la France est précurseur dans ce domaine, notamment grâce à la loi Pacte d'ailleurs, et quand je dis à la loi Pacte, c'est-à-dire à toute la transformation qui va derrière, et puis quelque part à la dynamique systémique qui est derrière. Il y a la France qui, quelque part, est d'ailleurs à la tête, puisque le président de l'autorité des normes comptables en France est le président de l'EFRAG, qui est l'organisme consultatif qui va finalement guider la Commission européenne, puisque ça se passe au niveau de l'Europe, dans le choix des référentiels. Et donc la France privilégie plutôt des référentiels et des reportings qui sont basés sur le bénéficiaire et non pas sur le financeur. Donc c'est moi, bénéficiaire, qui me choisit mes objectifs. Et comme je me choisis mes objectifs, qui seront quelque part des objectifs, une des 17 objectifs de développement durable, je mets en place un système unifié. Là, on a une comptabilité financière avec un compte de résultat, un excédent, une perte, un résultat, un bénéfice, une perte. Et donc là, l'idée, c'est de dire, je vais avoir un reporting qui sera à la fois financier et qui englobera les performances extra-financières. Mais par contre, centré sur les objectifs que l'entreprise ou l'association ou la fondation, le fonds de dotation se seront donnés. Donc c'est ça en fait le grand choix des plaques tectoniques en ce moment. Et effectivement, ça change complètement la donne puisque, par exemple, dans l'esprit américain, on est plutôt sur un retour sur investissement à court terme, qui est normal puisque je suis un financeur. Je suis pas forcément un financeur de long terme. Alors qu'est-ce qu'on appelle long et court terme? On peut s'entendre, mais quelque part, je suis pas là pour accompagner forcément dans l'esprit anglo-saxon la croissance et le changement d'échelle des entreprises. Par contre, dans la logique européenne, on est plus sur un temps long, puisque l'idée, c'est, on est plus sur un horizon, vous voyez bien, plutôt de 10 ans que de 5 ans. Voilà, si on doit donner des temporalités. Donc, c'est deux visions anglo-saxonne et européenne qui sont en train de s'opposer. Et on est assez fiers finalement que la France ait pris le leadership là-dessus. Dernière chose, pour mettre tout ça en place, gardons les pieds sur terre, et ce sera le mot de la fin, c'est de se dire, ça suppose quand même d'avoir un système de performance opérationnelle, parce qu'on va demander quand même de la performance, c'est pas parce que on n'a pas une finalité dite lucrative ou que les projets n'alimenteront pas les poches d'actionnaires. C'est pas pour ça qu'on ne doit pas avoir une performance opérationnelle excellente dans l'excellence. Et pour ça, on va être quand même obligé, je pense, dans ce secteur, comme dans d'autres, je ne fais pas de différence, mais je trouve que c'est assez prégnant là, de passer par la case digitalisation. Donc, et je sais que c'est une préoccupation de beaucoup d'entre les acteurs de l'économie sociale qui se posent des interrogations. Dans la conférence précédente, j'avais des grands organismes qui s'interrogeaient ERP, pas ERP. J'ai pris quelques notes. Logiciel métier, logiciel non métier. Qu'est-ce qu'on va faire des données, bases de données, et le sujet des data est un sujet extrêmement important. Je parlais des entreprises adaptées. Il faut savoir que on n'a pas de données sur les entreprises adaptées au niveau national. Il y a des reportings qui sont faits, mais elles ne sont pas mises en perspective. Donc, la digitalisation des organisations va permettre un pilotage de la performance, ne serait-ce que pour dialoguer avec son environnement. Puisque l'environnement va se digitaliser. C'est pas parce qu'on est digital qu'on garde pas un lien humain. C'est pas parce qu'on est digital qu'on perd l'essence même de l'économie sociale, solidaire et responsable, qui est finalement de mettre l'humain au cœur des préoccupations. Vous l'avez bien compris, je l'ai pas dit, mais ça a coulé de source parce que je le vis. Je pense que, comme tu l'as dit, on est tous engagés, Antoine. Quelque part, pourquoi on fait ça? C'est pour qu'on ait une économie qui puisse recentrer l'humain au centre des préoccupations. Et finalement, on voit bien que les objectifs de développement durable sont centrés sur des problématiques humaines, voire humanitaires. Voilà. Je m'arrête là parce qu'autrement on pourrait continuer, mais peut-être laisser la place aux questions. Merci beaucoup pour cet exposé magistral. J'ai un commentaire et une question que je vais remonter après. Juste ma première réaction et première question, enfin peut-être sous-question. Quand au début des années 80, lorsque le secteur associatif a commencé à introduire la question du marketing social,
Ouais. Un éminent fondateur de la Fonda, Henri Terry, avait dit cette phrase que je trouve finalement encore adaptée à notre débat. Le marketing social, c'est le ver du marché dans le fruit du social. Le ver du marché dans le fruit du social. Cette question de cette nouvelle porosité de déplacement de frontières, effectivement, en amenant cette activité d'intérêt général gérée par des OSBL, avec maintenant ce pendant ou cette fécondation ou cross-fertilisation de l'activité économique et marchande, est-ce que, et certains l'expriment comme ça, comme Ouais, je vois. pouvant être une tension. Alors je pense que les mœurs sont beaucoup évoluées, je pense que maintenant la société est plus prête à cette mixité, cette hybridation. Est-ce que, par exemple, je prends un sujet qui d'ailleurs remonte d'un commentaire, on évoque la possibilité de permettre aux entreprises d'accueillir des handicapés dans un monde économique plus classique. Et un commentaire nous remonte en disant mais toutes les personnes handicapées ne peuvent pas travailler dans une entreprise, on va dire, classique. Comment finalement résoudre cette question, cette tension de la performance, de l'efficacité, de l'impact pour une activité du tiers secteur qui soit en général curative du marché, voire même alternative à l'action publique? C'est une très bonne question. En fait, moi, cette question, je renverrais à des débats en ce moment qui est de dire est-ce qu'il faut plus de croissance ou est-ce qu'il faut moins de croissance? Donc, Ouais. le sujet, il est pas là. Moi, je suis plutôt partisan de la croissance parce que je pense qu'on ne pourra se développer que si on a de la croissance et pas de la décroissance. Maintenant, la question, c'est comment bien se développer et comment avoir une bonne croissance. Et donc, l'objectif n'est pas de dire, effectivement, en prenant l'exemple des travailleurs en situation de handicap, tous ne pourront pas aller dans des entreprises adaptées et donc dans des entreprises du secteur ordinaire. Mais dans ce cas-là, on a toujours les dispositifs qui existent sur les ESAT, par exemple. Je cite cet exemple, qui est là dans le champ du médico-social. Mais quelque part, la croissance de l'entreprise responsable, et j'aime bien ce terme de secrétariat d'État à l'économie sociale et solidaire et responsable, parce que c'est ça dont on parle. C'est-à-dire que la croissance, elle devrait être responsable. C'est-à-dire que les ESAT devront faire partie, en fait, du périmètre de la raison d'être d'un certain nombre d'entreprises, et que si elles ne peuvent pas employer, c'est pour ça qu'on a des appels à projets sur le secteur finalement des sans-abri ou de l'inclusion sociale. Si on ne peut pas inclure socialement, c'est pas grave. Les situations de personnes de handicap qui travaillent dans des ESAT, il va falloir construire avec elles un projet avec ces ESAT-là et avec leurs possibilités pour satisfaire l'entreprise. Donc moi, je pense que la croissance de l'entreprise et la raison d'être de l'entreprise, c'est de plus en plus d'inclure. En fait, on était quand même dans un schéma capitalistique qui est peut-être a bien sûr des travers, et notamment sur le sujet de la finance libérale. Mais bon, le principe de l'entreprise capitalistique, c'est qu'il faut qu'elle change son paradigme en disant l'objectif, c'est pas la maximisation du produit, du profit. L'objectif, c'est l'inclusion. C'est l'inclusion d'un certain nombre et de plus grand nombre de parties prenantes dans son modèle économique et social. Et donc, le modèle, il pourra plus être qu'économique, il sera forcément social, social avec un grand S, hein, c'est-à-dire développement durable et sociétal. Et donc, quelque part, le sujet, c'est comment je peux créer de la croissance par rapport à l'atteinte d'objectifs de développement durable dont moi je me saisis et dont je suis responsable. Et donc, sur mon périmètre, il peut être local, il peut être régional, il peut être national, voire international. En quoi je fais bouger les choses? Et donc, à partir du moment où je change de paradigme, bah forcément, et c'est pour ça que je parlais qu'on était dans une logique de filière et de territoire, c'est-à-dire que quelque part, la difficulté pour des cabinets de consultants comme les nôtres d'accompagner des entreprises du secteur classique à faire cette transformation, ça va pas être de choisir une raison d'être, ça va pas être de mettre un plan d'action, ça va pas être de mettre des indicateurs, ça va être de descendre dans les BU opérationnels, les business units opérationnels, donc dans les équipes, et dans les équipes sur les territoires pour leur dire finalement en quoi vous allez être concerné par ça. Et si vous allez être concerné par ça, ça veut dire
que par cette raison d'être, par cet alignement stratégique de l'entreprise sur des objectifs de développement durable, ça veut dire que vous, dans votre pratique quotidienne, il va falloir que vous incluiez toutes vos parties prenantes. Et on va les lister, les parties prenantes. Et les entreprises adaptées, les ESAT en feront partie. En quoi vous pouvez les inclure dans votre croissance? Moi, je pense que c'est ça la réponse. Hein. C'est un changement de paradigme. Et donc, une transformation qui sera, au-delà d'une transformation stratégique, une transformation humaine. Et donc, de l'état d'esprit. Puisqu'une entreprise, c'est rien d'autre qu'un ensemble de personnes. En fait, ton propos répond à une des questions qui est remontée, qui était est-ce que la convergence entre ce secteur non-profit et ce secteur profit ne peut pas se faire autour des questions de développement durable, d'économie circulaire, et finalement de mettre l'humain au centre de toute cette reconstruction et reformulation en fait de l'activité économique au service de l'intérêt général. J'ai l'impression que tu as répondu à cette question. Moi, j'avais une autre question. Ah oui, attends, je veux dire, excuse-moi, j'ai répondu à cette question, mais je pense que le champ, il est beaucoup plus étendu. Je citerai uniquement l'exemple d'Orange, qui a défini dans sa stratégie de viser l'Afrique. Orange, dans son modèle pour viser l'Afrique, est en train de mettre à disposition, et j'en suis témoin parce que je participe à un certain nombre de projets, et notamment par rapport à la diaspora africaine en France, mais ça vaut aussi pour l'Europe, mais je parle là de la France, étant en train de mettre des dispositifs de transfert d'argent pour financer des projets par des relais locaux en Afrique, qui vont permettre, grâce à la technologie, de passer au-delà des institutions et entre nous des États, dont on connaît la tendance à la corruption, donc de passer pour atteindre directement le bénéficiaire final afin de financer. Donc la techno le permet. Donc en fait, ce n'est pas uniquement des sujets liés au développement durable, et c'est tout le sujet finalement qui fait peur d'ailleurs dans le secteur des ONG, de la blockchain. La blockchain va quand même permettre, d'un point de vue technologique, d'atteindre directement des bénéficiaires finaux, au-delà de la structure qui permet de financer ces projets. Donc, comment je vais exister dans cette chaîne digitale? C'est pour ça que je réinsiste sur le dernier point de la digitalisation, qui, si on ne le prend pas, va devenir un obstacle, alors que c'est pour l'instant une opportunité. Alors, excuse-moi. Non, merci de ce complément. Moi, j'avais une question avant de peut-être, n'hésitez pas à poser vos questions. J'essaie de relancer un peu le débat. J'ai une question qui arrive et je te la poserai après. Mais dans ce moment qui est quand même un moment on va dire, de réinventer cette relation, moi, ce qui m'inquiète et ce qui inquiète souvent certains acteurs, c'est la stabilité fiscale de toute cette affaire, avec les craintes que mélanger activité non-profit, activité lucrative, que ce mélange des genres, on se prenne les pieds dans le tapis et qu'on se fasse rattraper à un moment donné par maladresse par la patrouille. Alors je sais que des structures comme KPMG sont là pour veiller à ce que ça n'arrive pas. Quelle est votre lecture de ce risque d'instabilité fiscale? On n'arrête pas de nous annoncer qu'on va revenir sur la loi sur le mécénat, de réduire la fiscalité des dons, etc. Comment vous gérez en fait ce risque et comment vous l'aplanissez? Non, mais il existe, il est certain, hein, c'est un constat, hein. Je ne vais pas le nier. On a pas mal de réflexions à l'IDAF sur le sujet, en se disant finalement la seule façon de le gérer, et c'est ce que je disais un peu avant, hein, c'est entre un groupe capitalistique et un groupe associatif, c'est quoi la différence, et est-ce qu'on doit avoir une fiscalité différente? Pas forcément à partir du moment où on remplit les mêmes critères d'intérêt général. Et où l'impact finalement est identique, parce que je vois pas pourquoi on favoriserait plus l'un que l'autre. Maintenant, il est clair que la différence, comme on l'a dit, elle est sur la répartition sur la répartition des profits, finalement des excédents, et elle se situe sur la gouvernance. Donc, moi, je pense que des organisations non-profit peuvent faire, si ce n'est mieux, moi je pense nettement mieux que des organisations, et je peux vous en parler parce que comme je suis dans une organisation lucrative, fiscale, je vois bien les réticences à l'ensemble, les réticences humaines, les réticences de culture, parce que c'est quand même deux cultures différentes. Et donc, oui, il y a des frottements fiscaux, il y en aura toujours.
mais moi, je vois qu'une seule façon, et on essaye de sensibiliser, comme je vous l'ai dit, les pouvoirs publics sur ce sujet-là, notamment à l'IDAF, mais pas que. Mais je sais qu'on essaye de drainer un certain nombre d'acteurs. Le sujet, c'est finalement, c'est quoi le purpose? C'est-à-dire la fiscalité, finalement, quelle doit être sa base? Est-ce que elle doit être basée sur une notion de lucrativité limitée, comme c'est le cas à l'heure actuelle? Est-ce qu'elle doit être basée sur une notion de gouvernance désintéressée, comme c'est le cas actuel? Est-ce qu'elle doit être basée sur l'impact de dispositifs sociaux et de développement durable? C'est quoi en fait la base de la fiscalité? Moi, je crois quand même beaucoup à une remise en cause des bases fiscales, hein, au grand printemps, au grand soir de la fiscalité. Peut-être je suis un peu idéaliste là-dessus, mais quand même, c'est pas non plus neutre de savoir dans quelle fin le profit ou l'excédent s'est réalisé. Ça doit rentrer dans la base de la taxation. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu violent et ça peut être mal compris ce que je dis, mais c'est dans un état d'esprit positif que je le dis. Je le dis et on le voit bien. Le secteur dit souvent de l'ESS, c'est pas normal. On est mis en concurrence. Il y a des appels à projets. On est mis en concurrence avec des entreprises qui ont des moyens énormes. Oui, mais bon, moi je connais le cas par exemple dans le médico-social et notamment dans la protection de la jeunesse, qui est un secteur qui a pas beaucoup d'argent. Où finalement un certain nombre d'acteurs commencent à s'interroger en se disant mais quand on nous demande de créer ou de gérer un dispositif, que ce soit un établissement ou un service, finalement on nous demande la dimension immobilière avec. Et nous on n'est pas capable de la produire, on est uniquement dans la gestion. Donc quelque part, est-ce que je dois pas embarquer avec une fondation qui aura ou une société d'investissement à finalité sociale qui va monter des dispositifs immobiliers qui vont me permettre, moi, de répondre conjointement avec de la co-construction sociale à des appels à projets, histoire de concurrencer une entreprise qui, elle, n'aura pas forcément cette dimension-là. Donc moi, je dis finalement la base fiscale et cette mise en concurrence, sur le fond, je pense qu'elle sera aplanie à partir du moment où on retiendra la dimension. Allô? Oui, vous m'entendez? Oui, oui, toujours. Ah tiens, c'est bizarre Très ça. bien. Moi j'ai plus de, mais j'ai plus de visio, mais c'est pas grave, hein. On Euh, t'entend très bien. Bon, si on m'entend, c'est l'essentiel. Et donc, en fait, à partir du moment où on revisitera les bases de la fiscalité, et la base de la fiscalité, je suis désolé, mais c'est quand même finalement la finalité sociale, et donc l'impact social, et donc la valorisation de l'impact social, et donc l'atteinte d'objectifs de développement durable si on veut rentrer dans un cadre. Et c'est intéressant parce qu'à cet instant, une question arrive qui dit, n'y a-t-il pas un décalage entre l'avancée du législateur sur la partie droit des affaires et le législateur sur la partie fiscale? Est-ce que un des deux, comment dire, tempos n'est pas décalé, ou est-ce que finalement tout ça s'aligne en mesure de la pratique et en fait des cas qui se présentent à l'administration? Bah, en fait, effectivement, c'est visible. On sent bien que Bercy traîne des pieds sur le sujet et il n'y a pas d'alignement. En tout cas, il n'y a pas d'alignement concerté. Par contre, ce qui est clair, c'est que Bercy est à l'écoute de tout montage et de dispositifs innovants. Moi, j'ai pu accompagner des personnes avec des dispositifs un peu borderline, hein, clairement, sur l'aspect lucrativité limitée auprès de Bercy, qui a bien compris l'intérêt général, puisque c'est cette notion d'intérêt général, je pense qu'il faudrait quand même élucider et clarifier et objectiver, parce que c'est ça quand même le sujet. Mais enfin, je ne sais pas si un jour on arrivera à l'objectiver. Je crois beaucoup plus à cette notion d'indicateur et d'impact avec un alignement sur les ODD. Ça me semble plus objectif. Mais bon, ceci étant, Bercy est à l'écoute de tous les dispositifs qui se mettent en place. Et quand vous avez un certain nombre de dispositifs qui sont récurrents, eh ben, en fait, Bercy essaye d'adapter la réglementation. Donc moi, je crois plus à il y a une partie des pouvoirs publics qui avancent et qui sont dans l'expérimentation et l'innovation. Et puis après, bah forcément, les acteurs se retournent vers Bercy, exposent la problématique, mais eux, à Bercy, il faut être clair, ce qu'on met en avant, et avec les avocats, ce qu'on met en avant, c'est l'intérêt général. Et donc, c'est quelque chose d'extrêmement objectif en termes de purpose, de vision qu'on a de notre action.
Et à partir du moment où vous arrivez à prouver que finalement vous ne le faites pas pour vous, mais pour le bien commun, que vous utilisez en étant inclusif des parties prenantes qui sont à votre disposition et dans votre écosystème local, moi j'ai pas vu de réticence et de principe. Hein. Donc je pense plus à des avancées petit à petit de la fiscalité qui de toute façon normalise un ensemble de pratiques quand elles commencent à comprendre qu'elles sont généralisées sur l'ensemble du territoire. Je crois plutôt à ça, oui. Alors, une question que Une tout le démarche monde par se escalier pose avec... finalement. Une démarche par escalier. Excusez-moi. Alors, la question que tout le monde se pose, qui traîne en fait dans le secteur depuis quelques temps, c'est est-ce qu'une entreprise d'utilité sociale Oui. peut bénéficier de mécénat? Ça, c'est vraiment enfin, là, c'est la question qui tue, quoi. Ça sera peut-être d'ailleurs la dernière question pour clore notre rencontre, mais c'est vrai que c'est le sujet qui revient sans cesse en disant est-ce qu'on est dans une rupture de concurrence ou une concurrence déloyale par rapport à l'entreprise classique? Mais est-ce qu'une entreprise sociale peut recevoir des dons de mécènes? Enfin, grosso Non, modo. mais c'était clair. Bon, ça a été le grand reproche qui a été fait à la loi Hamon sur le label ESUS. C'est pas parce que vous avez un label ESUS et que vous êtes une société de forme, enfin une entreprise de forme commerciale, vous ne bénéficiez pas du dispositif favorable fiscalement du mécénat. Oui, bah, là, oui. Alors là, oui et non. Donc, vous n'en bénéficiez pas, c'est un fait. Après, la question c'est si on avait dit en creux et en termes de logique, si on avait dit vous en bénéficiez, moi je trouve que le dispositif il n'était pas assez objectivé comme je le dis et bordé pour pouvoir le défendre. On aurait eu quand même trop de déviance. Enfin, c'est vraiment là, je suis de bonne foi en disant ça. Je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises sociales qui le sont et qui poursuivent un but, bien sûr d'utilité sociale, mais il y en a quand même beaucoup d'autres qui saisiraient ces effets d'aubaine et d'opportunité pour obtenir des avantages fiscaux. Et déjà, on le voit. Je vous promets que dans les fonds de dotation et tout ça, il suffit de lire la base de données d'immatriculation des fonds de dotation avec leur objet. Déjà, les objets interpellent. Donc en fait, on est quand même en France et donc oui, la garde d'arrivée, c'est oui, une entreprise d'utilité sociale devrait bénéficier, c'est tout le propos que j'ai tenu, de dispositifs de mécénat, mais à l'heure actuelle, on n'a pas le dispositif, c'est Work in Progress, normatif, qui permet d'objectiver cette notion d'intérêt général. D'où tout le travail qui est en train d'être fait sur le reporting extra-financier et la notion d'impact. Voilà. Alors, c'est peut-être effectivement c'est peut-être la construction d'organigrammes mixtes entre fonds, dotation, associations, fondations et entreprises sociales qui permettraient effectivement de dépasser cette limite et permettre à des structures de recevoir quand même des soutiens de mécènes. Oui. On approche de l'heure. En fait, je voulais vraiment te remercier, Bernard, d'avoir pris ton temps et d'avoir fait cet exposé. Cette conférence, cette rencontre sera mise en ligne et les personnes pourront y accéder en replay, moyennant une connexion pour pouvoir le récupérer. On va proposer un questionnaire de satisfaction pour ajuster au mieux nos conférences présentes et futures et nous vous remercions d'y répondre. On va peut-être clore ici. Je n'ai pas d'autres questions qui remontent. J'avais un commentaire que je voudrais quand même partager parce que ça pourrait être même un sujet de thèse ou un sujet de philosophie de terminale qui est-ce qu'on n'a pas trop souvent et maladroitement opposé croissance et progrès, ou peut-être qu'il y aura une différence à écrire entre ce qu'est la croissance dans le dur et le progrès social ou le progrès économique. Alors, tu vas peut-être conclure là-dessus. Non, c'est difficile. Je pense qu'on est à un changement de siècle, si on dit ça. Le progrès était d'abord scientifique, et heureusement qu'il a eu lieu. Après, voilà, est-ce qu'on ne doit pas effectivement étendre cette notion de progrès J'aime pas trop dire. Je n'aime pas trop dire. Il faut être clair à cette notion de bien-être. Je veux plutôt de vivre en commun. Parce que quand même, c'est en ce moment ce qui se passe. C'est-à-dire que est-ce que le progrès, c'est pas déjà de vivre en commun et de pas se renfermer, d'être inclusif. Voilà, c'est cette définition du progrès que j'apprécie. Et dans ce cas-là, moi, je veux beaucoup de croissance pour pouvoir atteindre cet objectif. Voilà. Ah ouais, c'est super. En tout cas, merci, bravo pour cette intervention. On va lancer le questionnaire. Si vous pouvez y répondre, ça nous aidera, même pour faire progresser un peu notre semaine. Mille merci encore, Bernard, et à très bientôt, je pense, dans d'autres cercles.
Merci Merci beaucoup. beaucoup. Merci de rien. Au revoir, Antoine. Au Au revoir à revoir. tous. Merci Merci à tous. tous pour votre écoute et votre patience. À bientôt. À bientôt. Merci.